Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous voici encore aujourd'hui au Golf Park Robert Hersant, voilà, où nous avons testé le fer correspondant à ce driver qu'on avait beaucoup aimé, beaucoup aimé et qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs en termes de vente. Qu'on a toujours. Qui est donc qui était le King Cobra F9. F9. Et donc là on teste le fer F9. F9, exactement, de la même série pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà. On voit ça et je crois qu'on en reparle dans quelques minutes. Après l'avoir testé sur le terrain. A tout de suite. A tout de suite. Alors, mon cher Quentin, on a testé donc le King Cobra, le King F9. Voilà, ce F9. Le Speedback. On l'a testé un petit peu sous toutes ses coutures. Oui, on l'a fait parcours, practice, balle de jeu. On l'a fait souffrir un peu. On oui. l'a poussé dans ce retranchement. Bon, qu'est-ce que tu en as déjà esthétiquement? Comment est-ce que tu juges le club? Alors, je le trouve beau, mais un peu pâteau. En fait, je trouve la semelle un petit peu large. Même si elle est bien arrondie, je trouve que c'est un peu gros. Et je trouve ça limite gaming prover, complètement gaming prover. Ouais, on est quand même dans la gamme des gaming prover. Hein. Alors, oui, pas sur le papier parce qu'on est sur les F9, c'est ce que tu veux voilà, dire. C'est ça. Mais par contre, dans la réalité, je dirais un simple coup d'œil au club, pour moi, c'est bien que c'est du gaming prover, puisque regarde, ici, on sent très bien qu'on n'a rien derrière, donc c'est du vide. On a le bourrelet de masse en périphérie de phase de club. On est sur largeur de semelle. Limite et avec le tungstène avec un peu au talon un petit peu ici en pointe qu'on voit là, au talon. Ici. Voilà, et une semelle énorme qui a été d'ailleurs masquée. On parle de l'esthétique, on peut y aller, qui a été masquée parce que faite en deux parties, comme tu le vois. En deux parties, de façon à ce que dans le sac, quand on les regarde, ça passe un petit peu moins large. Mais on voit très très bien offset également. On voit très très bien un léger offset qu'on est totalement dans la série, dans la famille des gaming prover. Donc sinon je trouve, à part le côté pâteau, je trouve plutôt joli. Oui, joli. Joli la couleur rouge du F9 avec le noir. C'est ça. Et puis ici on a les traits d'alignement qui sont. Oui, et puis il y a une petite rainure blanche en dessous sur la dernière strie qui est plus petite. Je trouve ça sympa. Là, je le trouve joli aussi. Voilà, joli aussi, le chrome est de qualité. Les manches, qu'est-ce qu'on a dessus là? On a un régular, on a un Atmos. Un Atmos, voilà. Un Atmos régular du Fujikura. Donc je le trouve assez sympa. Donc c'est un bon manche qui a fait ses preuves. C'est un manche qu'on retrouve beaucoup cette année, en 2019. Donc ça veut dire qu'ils ont dû sortir un rapport qualité-prix qui doit être très bon. C'est un manche qui se caractérise, sans rentrer dans le détail du F9, mais d'une façon globale quand on l'a essayé, par le fait que les points de flexion soient répartis de façon très homogène sur le shaft. Tu es d'accord? C'est un manche, l'Atmos, c'est pour ça que je crois qu'il va bien à tout le monde en fait. Parce qu'en fait, c'est pas le manche qui plie en haut ou qui plie en bas, donc qui donne des trajectoires basses ou des trajectoires hautes. Il plie sur, entre guillemets, l'ensemble des trois zones importantes, qui sont donc le sommet, le milieu du manche et le bas. Maintenant, chacun, je dirais, il est facile, ça rend facile à jouer. Ça rend assez facile à jouer. Ça, mais maintenant, on peut être amené, pour avoir un petit peu plus des manches un peu plus proches de vos besoins personnels, on peut être amené à changer. Il y a d'ailleurs sur ce modèle-là des options, il me semble-t-il, de shaft. Qui sont en fait vendus au même prix que le prix vendu avec ce shaft Atmos. Vous avez bien sûr sur la fiche technique du produit sur le site, vous aurez la liste des shafts. Voilà, exactement. Donc esthétiquement un joli club. Oui, j'aime bien. Oui, je suis d'accord aussi. Je reviens toujours sur le côté pâteau, mais à part ça, il est beau et puis surtout il se pose bien. Vu la largeur de la semelle, il y a intérêt. Parce que s'il se posait mal,
Alors, effectivement, ça se repose pas mal. Maintenant, on va parler des sensations, justement. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, au niveau sensation, moi, c'est très mitigé. C'est très mitigé dans le sens où, quand la touche parfaite, de chez Parfaite, parce que le sweet spot là-dessus est tout petit, c'est une pièce d'1 centime, on a de bonnes sensations. Même si le club bouge un peu bizarrement, de temps en temps on reviendra là-dessus, mais au moins d'abord le toucher. Le toucher, on touche au centre, c'est très sympa. On n'a pas une sensation d'acier de lame, mais on a une très bonne sensation. La balle répond bien, ça part bien. Et par contre, quand on la décentre, on a des sensations très bizarres qui ne paraissent pas très honnêtes. Pourtant, comme le club est assez tolérant, la balle n'est pas une catastrophe. Donc, il y a une grande zone de tolérance, mais le sweet spot, lui, il est tout petit. Je partage tes sensations à ce niveau-là. L'impression que, en fait, si on ne la met pas exactement dans le sweet spot, où là on a un résultat, on en parlera tout à l'heure, et on le verra d'ailleurs au niveau du data, c'est assez net. Effectivement, alors si on décentre, on n'apprend pas plein centre, on a une grande tolérance du club quand même. On voit bien que là, la fabrication, l'architecture du club fonctionne très bien, et ça compense bien, ça gomme, etc. Mais par contre, moi, je t'avoue que j'ai eu du mal à avoir d'abord les sensations dans l'impact sont pures, c'est vrai, mais elles provoquent quand même une trajectoire de balle un petit peu haute, à mon goût. Pour moi, les trajectoires de balle étaient hautes. Un petit peu hautes, oui, absolument. Ouais. Et pas forcément vent contre, dans les conditions. Non, on était vent travers. Exactement, donc là, il n'y a aucun doute. Trajectoire un petit peu haute. Par contre, moi, mon plus gros souci en termes de sensation, c'était la mobilité de la tête de club pendant le swing. Moi, je la sentais pas trop. Alors, écoute, je trouve que tu as eu la chance si tu l'as pas trop senti, parce que alors, moi, justement... Non, j'ai pas trop senti la tête de club dans le swing. Alors moi, justement, le problème, c'est que j'ai eu l'impression que dès que dès que tu entamais une action, quelle qu'elle soit, dans un sens ou dans l'autre, le club en prenait trop vite ce nouveau placement. C'est-à-dire qu'en fait, il a une faculté à tourner sur lui-même qui, pour moi, est trop importante. Le club est trop mobile dans le backswing. On n'a pas une impression de stabilité. Donc si on parle de stabilité face au contraire ici, je dirais une capacité de mouvement qui est trop importante, on est exactement dans le phénomène du mouvement d'inertie. Voilà, et pour moi, ces têtes de club ont de grandes qualités, une fois de plus on en reparlera tout à l'heure, mais par contre, je pense que le moi de la phase de club, de la tête de club est trop faible, ce qui fait que cette tête de club est trop mobile pendant le swing. Et ça s'est traduit sur quelques coups où, dès qu'il y a un changement de rythme dans le swing, à ce moment-là, on a des perturbations au niveau du placement de la phase de club qui font qu'une fois elle va arriver un peu fermée, mais tout de suite ça se transforme en pas mal de degrés. Une fois un peu ouverte, idem, parce que beaucoup de mobilité. Je n'ai pas senti de stabilité du club pendant le swing qui permette de dire « Ok, j'ai eu un mouvement régulier, en toute logique, mon club doit revenir dans cette position-là. » Non. Parce qu'il est trop mobile, en fait. J'ai eu l'impression un peu d'être sur une patinoire, quelque part, tu vois. Oui, je vois. Une patinoire où, au moindre mouvement, ça y est, ça part dans un sens puis dans l'autre, tu vois. Je n'ai pas senti cette stabilité que j'attendais d'un club qui reste un game improver. Donc, moi, on en parlera dans la gamme. Oui, j'ai senti un peu de stabilité quand même, mais... je pense que c'est lié à la rigidité du shaft puisqu'on a essayé un régular et que dès qu'on était aux vitesses régulares, il répondait un petit peu plus. Dès qu'on l'accélérait, là pour moi le shaft, le shaft faut prendre la bonne rigidité parce que dès qu'on s'est commencé à l'accélérer un petit peu, là ça commençait à vibrer bizarrement. Alors je te rejoins dans le sens où on peut effectivement imaginer un swing et une frappe de balle régulière avec des trajectoires constantes, régulières, si effectivement on est sur une gamme de vitesse relativement faible. Voilà. Relativement faible, relativement. Voilà, que si on est vraiment sur du régular médium. Voilà, du standard. Dès qu'on monte un peu dans les tours... Même en régular, si on monte en régular, qu'on est plus proche de 85 miles au passage, là on est limite. Et là on sent que ça il se met à godiller le club et là à ce moment-là ça se traduit par des balles qui sont surprenantes parce que des fois c'est l'écart qu'on n'attendait pas du tout en fait. Non, c'est pour ça qu'on a eu des données bizarres. Enfin bizarres. On peut en parler si tu veux, donc on va parler du data. Oui.
Alors on est monté, et ça c'est génial, à 1,43 au niveau du Smash Factor. C'est quand même surprenant, parce que là on parle d'un fer 6. Hein. Oui, fer 6, hein, on confirme, pardon. Monter à 1,43 c'est quand même colossal, alors je crois que c'est un 36, la moyenne doit être à 36 ou à 37 sur le tour. Hein. Donc là 1,43, alors on en revient à ce qu'on n'a pas encore évoqué exprès, c'est la puissance du club. Et c'est dans la moyenne, c'est pas dans la moyenne, c'est dans le haut de la fourchette. Ah oui, c'est la fourchette haute. La fourchette haute, ça, par contre, il faut bien la toucher. C'est ça, moi je dirais. C'est dès qu'on s'écarte un tout petit peu, le Smash Factor, il descend d'un coup, tu perds 10 points, mais vite fait. Quoi, je à 1,43, tu en as frappé, c'est toi qui l'as frappé à 1,43. 1,43, mais combien de coups on a frappé à 1,30? Et derrière, à 1,30, on a eu beaucoup parce que justement, on cherche à décentrer pour savoir ce que ça donne. Et là, dès qu'on décentre, ça descend très très vite. Oui, là, il s'effondre littéralement. C'est pour ça que pour moi, comme je me répète, le Sweet Factor, il est tout petit. Le Sweet Spot. Alors, c'est un nouveau concept graphique. Le Sweet Factor, c'est le facteur de douceur du club, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Oui, ça me paraît bien. Bonne traduction. Je reviens sur le Sweet Spot. Il est vraiment ridicule. Tout petit. Il est tout petit. Oui, vraiment. Et puis en plus, il ne faut pas faire justement. Il est tellement maniable ce club dans le backswing que si jamais on ne vient pas dans le bon chemin ou pas, il va faire ce club. Pour trouver ce fameux Sweet Spot, là, ça devient mission impossible. Oui. Alors oui, par contre, on en revient sur ce sujet qui est que le 1,43 de Smash Factor indique qu'on a affaire à une canne, un club qui est d'une puissance évidente. Ah oui, et sans sourciller. Moi qui suis moins rapide que toi, j'ai envoyé des coups de fer 6 à 180 miles, à 180 yards. 180 yards, j'aimerais bien 180 miles. Attention à ton dos. À 180 yards, ce qui est bien pour moi. C'est 160 mètres, quelque chose comme ça. Donc c'est bien, tu vois, faire 6 là, il n'y a rien à dire. Mais je pense que si tu veux, c'est le prix à payer. C'est-à-dire qu'en fait, ce club est très performant avec ce manche. Donc on est obligé toujours de parler de cette configuration-là. Voilà, exactement. Je pense qu'il est très performant parce que justement c'est un club qui, si on le ramène dans le bon chemin, c'est-à-dire qu'en fait si on a vraiment l'utilisation de la puissance qui est à 100% en fait, je dirais de la vitesse, pardon, à 100%, là le club retransmet fantastiquement l'énergie. D'où la nécessité d'avoir le shaft parfait pour votre swing. Alors parlons-en. Et le shaft, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs chez True Temper, il y en a plusieurs chez Nippon Shaft, il y a KBS Tour, je regarde les anti-sèches forcément, et puis il me reste Project-X. Donc en fait il y a 4 styles de shaft, mais avec plusieurs options. Il y a le KBS Tour, le KBS Pro quelque chose, ils en ont plein. Donc il faut le tester parce qu'il est possible que même cette question de moment d'inertie, de moi, soit réglée par le shaft. Je pense aussi. Parce qu'en fait, si on le résume, c'est un club qui a des qualités fabuleuses au niveau de la tête de club et de la performance. Et par contre, il y a cette faute qui est d'instabilité, je trouve, qui est vraiment très nette, et qui est peut-être également liée effectivement au type de manche employé. Donc peut-être qu'avec un bon manche... alors comme je le disais, il me semble que Project X, c'est True Temper. C'est True Temper qui est le patron de... Oui, mais apparemment ils l'ont gardé différencié, je préfère donner tout... Absolument, parce que Project X, je crois que c'est surtout True Temper a investi dans cette marque-là pour les manches carbone principalement. Puisque True Temper, on sait, sa spécialité, c'est l'acier. Donc, oui, voilà pour le tour. On va bien sûr maintenant devoir définir, et ça va pas être le plus simple, la gamme de joueurs. Là, l'idéal serait de tester tous les shafts. Oui, mais on est sur le stock shaft, le club... Atmos, Basic. Parce que je pense que si on adapte le shaft parfaitement, ça pourrait bien descendre, mais pour moi, pour l'instant, c'est dans cette configuration-là, je mets à 36, puisque comme le sweet spot est tout petit, il faut quand même un peu d'exigence. J'irai jusqu'à 18 pour justement cette exigence de sweet spot et le rythme qu'il faut avoir qui soit parfaitement régulier. Donc c'est une gamme assez large pour un game improver. Je trouve ça pas mal. Pour moi, c'est 36-18, mais pas en dessous de 18. Il y a d'autres clubs plus efficaces, enfin pas aussi efficaces et plus pointus, on va dire. Oui, et qui correspondent plus à ce qu'on peut attendre à quelqu'un qui est en dessous de 18. Exactement. Alors moi, j'ai hésité, parce qu'en fait, j'aurais mis moi un 44-24.
Tu vois, ah oui, 44, 24. Mais tu viens de soulever un élément qui est très juste, qui est que en fait, ce club demande un bon centrage. Oui. Donc quelque part, ça fait un peu écréter cette marge basse ou haute. Oui, le handicap des index hauts, quoi. Donc effectivement, c'est peut-être plutôt 36. Par contre, ouais, jusqu'à 18. Pour moi, c'est 18, c'est pas en dessous. Maximum. C'est un 18 en 20 en pleine progression. Non, c'est pas ça. Tu dis ensuite, il y a d'autres modèles qui font mieux le job, je trouve, à partir des attentes que peut avoir un joueur en dessous de 18 d'index. Mais par contre, quelqu'un qui est 18 et qui est très bien dans son 18, qui est là pour jouer, joueur loisir. Mais qui veut de temps en temps un petit coup bien performant. Pourquoi pas, ça me gêne pas. Là, moi, tu vois, je trouve ça logique. Bon. Écoute, on va en arriver donc au moment crucial. Bah oui, la note. Bah tiens. Dans cette config, moi je lui mets un 7. Un 7 parce que le sweet spot est tout petit. Il est super puissant, super puissant. Il est puissant. Mais il n'est pas évident à bien toucher. Même si je lui aurais mis un 8 de cœur parce que la puissance, il est tolérant. On touche mal la balle part quand même pas trop mal. Mais on a une sensation de club un peu creux avec un toucher bizarre quand la touche mal, quand la descente un peu. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé quand on a parlé des sensations sur le club. C'est vrai que sur les coups décentrés, par contre, on a cette sensation creuse. Oui. Très creuse. Où là, il est très difficile d'avoir du feedback. Ah oui. On n'a pas de retour d'information en fait sur la façon dans laquelle on la percute. Voilà. Moi, je dirais, alors, et du coup, ta note alors? Moi, ça reste 7 à cause de... 7 à cause de ça. 7 à cause de ça. Parce que c'est vrai qu'il y a, d'un côté, on a envie de lui mettre un bonne bon 8, parce que le puissance, il est étonnant, quand même, vraiment. Non, pas de photo. Non, mais par contre, moi, cette instabilité, plus, tu as raison, ce contact, là, qui est creux quand même, sur les coups qui ne sont pas parfaitement pris, fait que effectivement, moi, je vais descendre. Je vais lui mettre un 7,5, ce qui nous fera un 7,25 de moyenne. Je pense que c'est exactement dans cette gamme de notes que ce club se situe. Voilà, mais s'il vous plaît, testez-le, et puis surtout, si le toucher vous plaît à peu près, assez bien, et que, il faut adapter le shaft là. Voilà, si c'est le type de club qui peut vous séduire par justement sa puissance ou des choses comme ça, effectivement, le tester avec un manche différent peut l'amener à gommer les problèmes de mobilité de cette tête de club dont on a parlé un petit peu plus tôt. Voilà, ça me paraît bien. Eh bien écoute, ça me paraît parfait aussi, je te remercie beaucoup Quentin. Ah pardon, qu'est-ce que j'avais oublié? Ah mais oui, l'essentiel, pas l'essentiel, mais enfin un élément qui compte aussi quand même. Le prix. Et voilà. Donc, pour s'y faire, du 5, 6, 7, 8, 9 et pitch, voilà. En acier, ils sont à 769 €. C'est pas excessif. Non, c'est pas excessif. C'est bien. Du tout. On est encore dans la politique dans la bonne. Cobra, voilà. Toujours pareil, voilà. C'est bien, de la bonne qualité pour pas trop cher. Voilà, et la même configuration en graphite est à 859. Voilà, donc là on retrouve encore cette nouvelle tendance qui est de dire que les manches carbone par rapport aux manches acier, c'est une vingtaine d'euros de plus, et c'est tout, et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est parfait, cette fois-ci on peut se dire au revoir. Voilà. Merci mon cher Quentin. Je t'en prie, Franck, c'est un plaisir. Et puis à bientôt sur Avigolf ou sur un parcours. Golf. Au revoir. Bon golf à vous.